Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Que les pays riches assument leurs responsabilités, c'est l'appel lancé d'une même voix par plusieurs chefs d'État africains en Égypte lors de la COP27. Pour eux, plus question d'assumer les conséquences climatiques des pays riches. 573, c'est le nombre de migrants actuellement bloqués en mer. Nous allons nous intéresser en cours d'édition au cas du bateau humanitaire allemand Geo Barents qui a pu accoster en Sicile, mais dont le débarquement est soumis aux conditions du gouvernement italien. Et enfin, en République démocratique du Congo, ils sont des centaines de jeunes à avoir répondu présents à l'appel du président Félix Tshisekedi. Face à l'intensification des combats menés par le M23, le chef d'État a appelé les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, Macky Sall ou encore William Ruto, ils sont plusieurs chefs d'État africains à interpeller les dirigeants des pays du Nord sur leurs responsabilités en matière de dérèglement climatique. Au 3e jour de la COP27, ils en appellent à rendre effective la contribution financière des États les plus riches aux pays les plus pauvres. Émeric Torroigno. L'Afrique, le continent le plus touché par les effets du changement climatique, espère des décisions fortes de cette conférence des Nations Unies sur le climat. Le continent subit les conséquences d'une situation dont elle n'est pas responsable et craint des heures sombres si rien n'est fait durant les prochaines années. On estime que d'ici 2050, les impacts climatiques pourraient coûter aux nations africaines 50 milliards de dollars par an. La région de la Corne de l'Afrique, dont le Kenya, vit sa pire sécheresse depuis 40 ans. 2 années consécutives sans pluie ont plongé des milliers de personnes dans la misère. Lundi, à la tribune de la COP27, le président Kenya William Ruto a appelé à la reconnaissance des besoins spéciaux du continent dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Les phénomènes climatiques extrêmes provoqués par ce réchauffement ont causé une perte de plus de 70 milliards de dollars au pays de la Corne de l'Afrique ces 50 dernières années. À titre d'exemple, selon le chef de l'État kenyan. Les pertes et dommages ne sont pas le sujet abstrait d'un dialogue sans fin. C'est notre expérience quotidienne et le cauchemar vivant subi par des millions d'Africains. Le continent se retrouve en première ligne d'une urgence climatique dont elle n'est responsable qu'à hauteur de 3%. Il aura besoin de financer sa politique de résilience et d'adaptation. À ce propos, les pays africains attendent beaucoup des pays développés à l'origine d'une grande majorité des émissions de gaz à effet de serre, une nécessité à laquelle les Pays-Bas adhèrent déjà. Les Pays-Bas augmenteront leur contribution annuelle à l'engagement des 100 milliards de dollars de 1,8 milliard d'euros ici 2025. Et dans le cadre de cette augmentation, nous doublerons nos financements publics pour l'adaptation au climat, dont 100 millions pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Les experts de l'ONU sur le climat avaient en février dernier alerté sur les risques auxquels sont exposés de nombreux pays d'Afrique. De la baisse des rendements agricoles à la mortalité liée aux chaleurs extrêmes, en passant par la montée des eaux, le continent espère sortir de ce rendez-vous avec des solutions durables contre les effets du changement climatique. Et dans le même sillage, lundi, Emmanuel Macron a annoncé qu'il demanderait aux pays riches non européens de renforcer leur participation financière auprès des nations vulnérables. Ces nations auraient besoin d'une enveloppe de 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030. Mathieu Nicolas. C'est un constat alarmant et qui tombe à point nommé. Alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, alertait lundi les dirigeants de la COP27 sur l'enfer climatique dans lequel se dirigeait le monde, un rapport commandé par la COP sur la situation des pays du Sud a rendu ses conclusions. Les pays du Sud auraient besoin de plus de 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030
pour financer leur action climatique. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que nous n'avons pas le luxe de continuer ainsi. Nous devons changer nos approches face à cette menace existentielle. Nous devons chercher sérieusement et sincèrement à écouter, apprendre et comprendre les préoccupations des autres parties. Sur ces 2000 milliards de dollars, la moitié doit provenir de financements extérieurs grâce à des investisseurs aux pays développés et aux institutions multilatérales. Le reste viendrait de financements intérieurs à ces pays, privés ou publics. Sur le papier, l'idée est séduisante, mais pour les financements extérieurs attendus, cela semble être des vœux pieux. Lundi, le ministre égyptien des Affaires étrangères et président de la COP27 déplorait que les nations riches n'aient pas tenu leur promesse de verser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à rendre leur économie plus verte. Deuxièmement, l'état actuel des efforts de mobilisation et du financement climatique suscite de nombreuses inquiétudes. En effet, l'engagement de fournir 100 milliards de dollars par an n'a pas encore été mis en œuvre. En outre, la plupart des financements disponibles tendent à réduire les émissions au détriment des efforts d'adaptation. En outre, la plupart des financements disponibles sont basés sur des prêts. 2 jours que la COP27 a débuté et la question financière tient déjà une place centrale au sein des discussions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé lundi à revoir le fonctionnement du système financier international afin de pouvoir mieux aider certains pays victimes de catastrophes, comme le Pakistan, touché par des inondations historiques. Des propos partagés par le président français Emmanuel Macron. Au Sénégal, l'exploitation des puits de gaz situés à une dizaine de kilomètres au large de Saint-Louis commence sérieusement à indisposer les pêcheurs qui dénoncent la perte d'une zone poissonneuse où la plateforme gazière est installée aujourd'hui. Valentine Exantius. Au large de la mer de Saint-Louis, des pirogues multicolores à perte de vue. Mais dans cette ville côtière du Sénégal, les pêcheurs n'ont plus libre accès à la mer à cause d'une plateforme gazière installée à une dizaine de kilomètres au large de Saint-Louis. Aménagée dans une zone riche en ressources halieutiques, l'exploitation des puits de gaz freine les activités des pêcheurs de la région. La cohabitation n'est pas possible. On va exploiter le gaz, on va tuer la pêche à Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, c'est la capitale de la pêche. Saint-Louis, le nombre d'embarcations qu'il y a au niveau de Saint-Louis, les types de pêche qu'il y a à Saint-Louis, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est à Saint-Louis seulement où vous trouvez tous les types de pêche. Mais la zone de pêche, elle est très petite. Elle est coincée pratiquement entre l'embouchure et la frontière de la Mauritanie. Le Sénégal, qui a récemment découvert des ressources pétrolières et gazières au large de ses côtes, souhaite l'exploiter. Mais à quelques semaines de la COP27 prévue en Égypte, où la réduction des émissions de carbone sera au cœur des discussions, des spécialistes s'inquiètent des conséquences d'un projet d'exploitation pétrolière sur l'environnement. Personne ne peut nier que l'exploitation des ressources a et va continuer à avoir des impacts sur notre environnement. Il y aura aussi des impacts sociaux. Et quand vous voyez ces communautés qui vivent à côté de là où on va exploiter les ressources, notamment ici à Gendar, qui est une communauté où il y a une communauté de pêcheurs, on sent les inquiétudes, on voit le contraste entre les milliards qu'on nous annonce et qui vont provenir de l'exploitation du gaz en offshore et la pauvreté que vous voyez autour de vous. Au Sénégal, les champs pétroliers et gaziers ne représentent respectivement que 0,7 et 0,5% des réserves mondiales. Mais elles sont assez importantes à l'échelle du pays pour changer radicalement son économie. Face aux alertes des experts environnementaux, le président sénégalais Macky Sall défend le droit de son pays non industrialisé à exploiter ses ressources naturelles pour lutter contre la pauvreté. Nouveau bras de fer à présent entre le gouvernement italien et les ONG au sujet d'un bateau de migrants bloqué au large de la Sicile. Si le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a autorisé les mineurs et les personnes souffrant de problèmes médicaux à débarquer, il reste encore beaucoup de personnes bloquées sur le bateau. Valentine Exantius.
Le regard vide, fatigués, les quelques 215 migrants à bord de ce navire humanitaire attendent de connaître leur sort. Le bateau humanitaire allemand Geo Barents avait à son bord 327 migrants, mais seule une centaine a été autorisée à débarquer. Nous avons à bord une équipe de soutien psychologique et une équipe médicale qui travaille sans arrêt. Il y a des maladies infectieuses, dermatologiques aussi. Leur niveau de stress psychologique est très élevé. Après un éprouvant séjour en mer, ces migrants ont pu accoster au bord de Catane, sur la côte italienne, dimanche. Mais seuls les mineurs et les personnes malades ont pu fouler terre. Face à ce tri effectué par le gouvernement italien, lundi, 3 migrants se sont jetés en mer dans un acte de désespoir. Ils sont maintenant hors de l'eau et ils semblent aller bien. Nous vérifions comment ils vont. Au niveau psychologique, nous savons déjà qu'ils sont à un niveau élevé de souffrance. Le nouveau gouvernement italien, le plus à droite de l'échiquier politique, s'est engagé à observer une ligne intransigeante vis-à-vis des migrants. Le ministre de l'Intérieur a estimé que les migrants secourus en mer sont de la responsabilité de l'État, sous le drapeau duquel les bateaux battent pavillon. Nous demandons au gouvernement italien d'arrêter cette pièce de théâtre démagogique, d'arrêter de faire peser le racisme et la politique de la haine sur les épaules de personnes désespérées. S'ils veulent parler d'immigration au niveau européen, cela ne devrait pas se faire sur les épaules de pauvres gens désespérés. D'autres navires bloqués en mer ont essayé en vain d'accoster. C'est le cas du Rise Above de l'ONG Mission Lifetime, aussi sous pavillon allemand, et l'Océan Viking de SOS Méditerranée. Cette année, plus de 87 000 personnes ont débarqué en Italie, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En Ouganda, l'école pourrait se finir plus tôt que prévu pour les élèves du pays pour éviter la propagation du virus Ebola. La fin de l'année scolaire a été avancée de 2 semaines, le 25 novembre. Depuis près de 2 mois, 8 enfants sont déjà morts du virus et 23 ont été contaminés. En parallèle, les autorités ont plongé pour 3 semaines 2 districts du centre du pays dans un confinement. C'est la première fois depuis 2019 que le pays fait face à une telle résurgence de cas. En République démocratique du Congo, les combats entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du M23 s'intensifient dans l'est du pays, au point que le président Félix Tshisekedi a appelé la jeunesse à s'enrôler dans l'armée. Le point sur la situation avec Émeric Torquignon. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est en ces termes que le président Félix Tshisekedi a sonné la mobilisation nationale jeudi dernier face à l'avancée du groupe rebelle M23 dans l'est de la RDC. Quelques jours après, des centaines de jeunes de la région ont répondu à l'appel lancé par le chef de l'État. À Goma samedi, jour de rassemblement pour ces jeunes candidats à l'académie militaire. Déterminés, ils se disent motivés par la rage d'en découdre avec l'envahisseur. On nous agresse et on continue de nous agresser tous les jours. Et moi, je ne peux pas rester les bras croisés. Aujourd'hui, je suis contente de rejoindre l'armée et je veux me battre contre les Rwandais. Ils ne doivent plus envahir notre pays. Je dis non. Je rejoins l'armée en étant très en colère. Je veux déjà me battre tout de suite et les empêcher d'envahir notre pays. Comme elle, Elicha est tout aussi en colère. Sa candidature pour intégrer les forces armées congolaises vient d'être validée. Avant son entrée à l'académie militaire, il se fait raser les cheveux. Pour lui, le conflit qui frappe l'est du pays n'a que trop duré. Je rejoins l'armée parce que mon pays souffre beaucoup. On n'arrive plus à dormir tranquillement et cela me met très en colère. Maintenant, cela doit cesser. On va se battre et ils seront détruits. À l'intérieur de l'état-major de l'armée à Goma, depuis l'appel du président de la République, l'académie militaire ne désemplit pas. Chaque jour, les autorités militaires enregistrent des centaines de candidats prêts à être enrôlés. Aujourd'hui, uniquement en province du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats qui ont accepté l'appel du chef de l'État pour qu'ensemble, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23.
ce que conteste le Rwanda. Alors que le groupe rebelle avance sur le terrain et menace désormais d'envahir Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'armée régulière de la RDC tente de lui barrer la route. Le recrutement de ces milliers de jeunes volontaires et prêts à défendre l'intégrité de leur territoire pourrait marquer un tournant dans ce conflit qui provoque des milliers de déplacés et de nombreux morts. Direction à présent la Centrafrique, où la question d'une nouvelle constitution est toujours à l'ordre du jour. La révision constitutionnelle voulue par une partie des Centrafricains devrait finalement se faire par voie référendaire. Explication Roland Tibenda. Le processus de rédaction d'une nouvelle constitution en République centrafricaine, dont certains axes ont été annulés par la Cour constitutionnelle, notamment la mise en place des comités spéciaux et le choix des ressources humaines par décret présidentiel pour atteindre l'objectif fixé, n'a pas été rompu par cette décision de la Cour. Il a continué son parcours à travers le mode électoral qu'est le référendum. En effet, lors de la tenue du conseil politique du parti du président centrafricain Touadéra, le mouvement des Cœurs Unis MCU, les militants du dit parti avec leurs alliés ont unanimement décidé de faire adopter par référendum la nouvelle constitution centrafricaine dont l'idée de la rédaction posait problème au départ. Écoutez-moi bien. Alors que cette initiative, qui semble incomprise par une frange de nos compatriotes, le mouvement Cœurs Unis y apporte un soutien indéfectible et demande très respectueusement au président de la République et chef de l'État de faire feu de tout bois pour que la sollicitation du peuple reçoive un écho. Toutefois, les dés ne sont pas encore totalement jetés. Au niveau de l'opposition et de la société civile, des pressions persistent encore au moment où la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Danielle Darlan, a été limogée aussitôt après cette décision de rejet de la Cour par suite d'empêchement définitif pour cause d'admission à faire valoir ses droits à la retraite. La volonté manifestée par le peuple centrafricain à travers des actions citoyennes appelant au référendum constitutionnel ne saurait être occultée. Par conséquent, que deviendra alors la finalité de ce processus de rédaction de la nouvelle constitution qui va suivre son cours sous la direction du vice-président Jean-Pierre Waboé, devenu président provisoire de la Cour constitutionnelle, dont la fin du mandat est prévue pour l'année 2024. Et ce mois de novembre marque la commémoration de la Révolution algérienne. Cette fête de la Révolution, célébrée par la communauté algérienne du Cameroun, a été l'occasion pour l'ambassadeur de donner sa nouvelle vision de la coopération bilatérale entre les deux pays. Mathieu Wemba et Sengé Joy pour les détails. Cet anniversaire de la Révolution algérienne a été célébré en présence d'officiels camerounais, hommes d'affaires et amis de l'Algérie. Une occasion pour l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun de revisiter la coopération entre les deux pays. Je parle un peu de la coopération entre l'Algérie et le Cameroun. Je parle avec les responsables, avec tout le monde, je parle avec beaucoup d'honnêteté. Si la coopération sur les plans politiques, militaires et culturels se porte bien, pour Hamri Boumdienne, il faut accentuer la coopération économique à travers des initiatives hautement bénéfiques pour le Cameroun et l'Algérie. Une troisième dimension que malheureusement n'est pas encore à la hauteur, c'est la dimension économique et commerciale. Nous sommes en train d'y travailler et il y a beaucoup de textes juridiques que nous avons actualisés, que nous sommes en train ou que ce soit ils sont signés, ils sont en train d'être finalisés ou en cours de négociation. Mais moi je garde beaucoup d'espoir. Une dynamique à laquelle souscrivent les hommes d'affaires camerounais présents à ce dîner, offert pour marquer l'histoire de l'Algérie contemporaine. Il y avait quelques hommes d'affaires camerounais d'entreprendre un voyage d'affaires en Algérie
pour essayer d'investiguer, de voir dans quelle mesure nous pouvons, n'est-ce pas, à partir de l'Algérie, tirer le meilleur profit de ce partenariat pour le Cameroun. Dans sa politique de diversification de son économie qui ne dépend plus totalement de ses exportations hydrocarbures, l'Algérie, à travers les biens et services, se pose comme une alternative économico-commerciale pour l'Afrique subsaharienne. Je reçois presque chaque semaine plus de dizaines, je dirais, d'opérateurs économiques qui viennent, ou que ce soit pour qu'on leur explique, ou que ce soit qui vont en Algérie pour essayer de discuter avec leurs collègues algériens. En attendant l'arrivée d'hommes d'affaires algériens au Cameroun dans les prochaines semaines, ce sont les Camerounais qui sont déjà sur le départ pour Alger à la faveur d'un forum d'affaires Cameroun-Algérie. En Guinée, 2 leaders du FNDC entament une grève de la faim. L'ONU qui réclame la libération d'Alaa Abdel Fattah et le procureur de la CPI en visite en Libye. C'est le reste de l'actualité réalisé par Mathieu Nicolas et Noël Dong. 2 responsables du Front national de la défense de la Constitution, FNDC, ont entamé lundi une grève de la faim pour protester contre leur détention qu'ils jugent illégale. Ils demandent leur droit au procès. Oumar Silla et Ibrahima Diallo, les 2 leaders, ont été arrêtés aux manifestations anti-junte fin juillet. Ils sont inculpés pour participation délictueuse à un attroupement interdit, trouble à l'ordre public, destruction de biens publics et privés, incendie volontaire, coups et blessures, des accusations qu'ils rejettent en bloc. L'ONU a réclamé mardi la libération de l'Égypto-britannique Alaa Abdel Fattah. Alaa Abdel Fattah a été condamné à 5 ans de prison pour diffusion de fausses informations. Les autorités égyptiennes lui reprochent d'avoir reposté sur Facebook un test accusant un officier de police de torture. Il y a une semaine, il a totalement cessé de se nourrir. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains, Volker Türk, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont été interpellés. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, président de la COP27, a déclaré qu'Alaa Abdel Fattah bénéficie de tous les soins nécessaires en prison. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, effectue une visite en Libye. Il s'est rendu sur des sites charniers de la ville de Tarhouna lundi pour enquêter sur des crimes commis en Libye. À cette occasion, il a rencontré des proches des victimes devant lesquels il a souligné son engagement à accélérer le travail sur le dossier libyen. Le procureur de la CPI doit briefer le Conseil de sécurité de l'ONU mercredi sur la situation en Libye dans une intervention depuis Tripoli. À ce jour, plus de 270 corps ont été découverts dans des charniers à Tarhouna par les équipes du département des enquêtes criminelles et de l'autorité générale pour la recherche et l'identification des disparus. Le retrait des derniers soldats s'était effectué en août dernier au Mali, mais la fin de l'opération Barkhane va officiellement être annoncée mercredi par le président français Emmanuel Macron. Pour rappel, Barkhane avait débuté en 2014, mais ces derniers mois, les relations diplomatiques avec le Mali s'étaient dégradées au point que la France avait été poussée hors du pays. Cette annonce ne changera rien concrètement, mais elle vient acter la fin d'une présence sur le territoire sahélien. Par ailleurs, 3000 soldats français restent déployés dans la région sahélienne, au Tchad, au Niger et au Burkina Faso pour lutter contre les attaques djihadistes. C'est une nouvelle affaire qui vient ébranler l'Église catholique. 11 évêques ont été mis en cause pour abus sexuels. Parmi eux, l'ancien cardinal Jean-Pierre Ricard, qui a reconnu avoir eu, je cite, « une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans il y a 35 ans de cela ». En réaction à ces aveux, lus lors de la conférence des évêques de France, le parquet de Marseille a annoncé avoir ouvert une enquête pour agression sexuelle aggravée. Cette affaire vient s'ajouter à la liste d'abus recensés dans le rapport Sauvé. Près de 216 000 abus sexuels commis sur des mineurs au sein de l'institution avaient été décomptés depuis les années 50. On écoute la réaction d'une habitante. J'ai un membre de ma famille qui a été abusé par Monseigneur Maillet, qui était, chef des petits chanteurs à la Croix de Bois. Et donc, cet homme a été abusé
Et en fait, ensuite, ça s'est propagé dans la famille et ma fille a été abusée par cet homme. Enfin voilà, j'ai une histoire avec la religion un peu compliquée. Et j'ai voulu rencontrer un prêtre justement à Notre-Dame et on m'a indiqué le père Jean Thomas avec qui maintenant j'ai une relation. Chaque mois, nous nous voyons pour essayer de faire sortir un peu ma colère parce que je suis effectivement en colère par rapport à tout ça. Jour de vote aux États-Unis, la population est appelée aux urnes ce mardi pour élire les représentants du Congrès et choisir leur gouverneur et leurs magistrats. Pour l'heure, les démocrates n'ont qu'une courte majorité dans chaque assemblée. Ils doivent donc conserver le contrôle du Congrès pour permettre à Joe Biden de mettre en œuvre son agenda politique. Seulement, les conservateurs semblent mieux placés pour remporter les midterms. On écoute la réaction d'habitants new-yorkais. La sécurité de notre pays est primordiale. Mes frères et sœurs des forces de l'ordre, nous avons un travail difficile à faire et nous avons besoin de tout le soutien que nous pouvons obtenir, y compris un leadership efficace et positif et non des détenteurs de titres ou des pétitionnaires. Je veux voir du changement. Si quelque chose se passe dans l'arène politique, alors je saurai que j'ai participé à ma façon, que j'ai contribué à ma façon en votant pour faire en sorte que les choses s'améliorent. J'espère que nous aurons un meilleur mélange de candidats et que les deux partis pourront réellement travailler ensemble pour résoudre nos problèmes au lieu de se battre l'un contre l'autre. Je veux dire que les gens qui nous représentent sont pour la plupart des hommes octogénaires et j'aimerais qu'il y ait une représentation plus diversifiée de notre pays, parce que ce n'est pas la majorité de notre pays. Si depuis chez vous, vous observez ce soir la Lune, sachez qu'à Tokyo, au Japon, une éclipse totale de Lune est en cours. Les habitants se sont rassemblés sur les toits des gratte-ciel de la ville pour observer l'éclipse lunaire surnommée Lune de sang. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.